Bonjour à tous, bienvenue dans Carrément Immo sur Radio Immo. Alors c'est une nouvelle émission, une toute nouvelle émission. Là c'est le premier numéro. En fait dans cette émission, à chaque fois je vais recevoir, donc chaque semaine, deux acteurs du secteur qui sont complémentaires, qui sont partenaires et qui vont venir me parler sur mon plateau d'un projet qu'ils ont en commun. Alors pour commencer, pour cette première, je reçois Jean-Baptiste Mortier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes PDG, alors parlez bien dans votre micro, vous êtes PDG du groupe The Boost Society. Et Charles-Emmanuel Kuhn, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général d'ICAD Promotion. Alors, The Boost Society, on vous a déjà reçu, vous détenez et vous opérez des résidences de co-living, notamment des résidences étudiantes. Alors, pas que, on va en parler dans quelques instants. Et puis vous, ICAD Promotion, voilà, vous êtes promoteur, vous êtes le 5e promoteur national. Vous sortez 5000 logements par an. C'est pas négligeable, vu ce qui se passe en ce moment, vu la crise. C'est vrai qu'on a besoin de logements plus que jamais. Un petit mot peut-être alors sur le pipe bien rempli de The Boost Society. Oui, alors nous on a aujourd'hui à peu près 7500 logements étudiants, enfin de logements de co-living, c'est plus bien si on met derrière le co-living. Donc nous c'est du co-living étudiant et du co-living pour jeunes actifs sous les marques Clé et Hive. Et on a engagé depuis le début de l'année, ça fait depuis un mois, à peu près 470 millions d'investissements sur un certain nombre de nouvelles opérations, dont des opérations en partenariat avec ICAD Promotion un peu partout en France. Alors vous, ICAD, voilà, vous êtes promoteur. Qu'est-ce qui sort de terre en ce moment, j'ai envie de vous dire? On sait que les bureaux, c'est quasiment à l'arrêt. Le résidentiel, c'est compliqué. Ouais, donc ICAD Promotion, on est filiale du groupe ICAD, qui est un acteur intégré, et donc investisseur et promoteur. Et ICAD Promotion, on est la branche aménagement et promotion d'ICAD Promotion. Ce qui sort de terre, c'est la régénération urbaine, c'est comment faire la ville sur la ville. Et donc notre actualité, elle a été beaucoup sur comment reconstituer l'offre future, et notamment sur la ville et la requalification des entrées de ville. Et pour la demande, les actualités 2024, vous les avez suivies, elles ont été compliquées pour l'accédant à la propriété, pour trouver les investisseurs, la fin du Pinel, fin 2024, et cette hausse des taux brutale qu'on a connue en 2023, qui a perduré jusqu'à mi-2024, et des taux qui se sont détendus fin 2024, ce qui a permis de resolvabiliser une partie des ménages, et donc d'avoir une activité commerciale pour tous les promoteurs un peu meilleure fin d'année. Et là, vous parlez des taux. Vous étiez inquiet par rapport à ce qui se passe en France, et justement un risque de remontée de ces taux avec... oui, parce qu'on a vu l'OAT fin d'année qui est remontée suite à l'incertitude politique qu'on a pu vivre. Donc effectivement, les taux, c'est la conséquence plutôt d'une certaine instabilité. Et le mois de décembre nous a remis un peu dans le brouillard de ce fait-là. Pas de projet de loi de finances entériné, un projet de loi de finances qui avait des mesures qui allaient dans le bon sens. Notamment l'élargissement du PTZ et puis un système d'exonération sur les donations dans la perspective d'achat dans le neuf. Ce projet de loi de finances censuré début décembre, un gouvernement qui est nommé mi-décembre et qui a repris ces mesures-là, et enfin depuis cette semaine, et c'est à la satisfaction de l'ensemble de la filière, ont pu entériner ces deux mesures pour participer à la relance de la demande. Donc rassuré. Alors, si vous deviez décrire votre partenariat en un mot, donc vous l'avez dit, Jean-Baptiste, vous avez de nombreux projets en commun, voilà. Pour décrire votre partenariat en un mot, chacun. Nous, c'est un partenariat de confiance. On se connaît depuis très longtemps avec le groupe ICAD en général, et particulièrement Charles-Emmanuel et toutes ses équipes. Donc on travaille en totale confiance. On sait que ce qui est construit est très beau. D'ailleurs, on en parlera sur Créteil, c'est même absolument impressionnant. Et puis je pense que dans l'autre sens, ils savent aussi que nous, avec un actionnaire comme AXA et un groupe un peu maintenant historique, même si on n'a que 8 ans d'existence, on va au bout de nos engagements aussi. Donc c'est une confiance réciproque. Et vous, Charles-Emmanuel? Ouais, la confiance, c'était ce que j'avais en tête aussi, mais je vais dire la fierté alors aussi, parce que quand on travaille avec The Boost Society, on sait que dans la durée, on va laisser un projet, une empreinte de projet qui va être bien exploité, qui va faire le bonheur des étudiants qui vont pouvoir y vivre, s'y divertir et passer un bout de vie là-dedans, et qui est une séquence de vie extrêmement importante, les études. Donc quand on est avec The Boost Society, on sait qu'on est avec un acteur de confiance, et ça dans la durée, puisque nous, le promoteur, on est parti généralement après la livraison.
Alors, on va parler justement d'un cas bien concret qui est en phase de construction à Créteil, une résidence étudiante, la Vallée Pétra. Alors, comment elle va s'appeler cette résidence étudiante au final ? Alors, nous, toutes nos résidences s'appellent Clay, puisqu'on a une marque. Tous les Novotel s'appellent Novotel pour les hôtels. Nous, toutes nos résidences étudiantes s'appellent Clay, et toutes nos résidences Genatif Haïf. Nous, c'est un projet qu'on a démarré il y a très longtemps avec un partenariat historique entre ICAD Promotion et la Poste Immobilier et qui se continue, construit avec ICAD Promotion. On a démarré même peut-être 2018 ou 2019 sur un terrain qui a été assez compliqué pour les équipes historiques d'ICAD Promotion à acquérir. Et donc, ça a été un long chemin pour arriver... Et pourquoi ça a été difficile à sortir de terre ? Parce que problématique de foncier, un foncier occupé pendant 1 an et demi, un permis qui a fait l'objet de recours, des élus qui ont souhaité que le projet soit un petit peu différent entre la première et la deuxième version. Donc voilà, il faut toujours un petit peu de temps, mais c'est aussi pour ça qu'on laisse ce travail, qui est un travail très difficile, aux équipes du promoteur. On n'est pas du tout promoteur nous-mêmes, donc on va pas essayer d'aller faire le travail qu'on ne sait pas faire dans cette relation avec les élus. Et puis il y a des sujets, comme le disait Charles-Emmanuel, liés à la ville, liés aux perspectives urbanistiques de la ville, à sa reconfiguration. Et ça, c'est vraiment le métier du promoteur aménageur qu'ils sont. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment les problématiques de l'aménageur. Le ménageur, il est un peu au milieu de tout le monde, c'est lui qui se prend. Ouais, c'est pour ça que moi, depuis 1 an, chez ICAD Promotion, j'ai souhaité remettre vraiment en perspective le fait qu'on avait une vraie compétence sur l'aménagement. On est un promoteur immobilier, mais on a une équipe de 15 personnes qui sont dédiées à l'aménagement, qui sont des vrais professionnels de l'aménagement. Pourquoi il y en a qui font mal l'amalgame entre les deux pourquoi vous... Oui, parce que l'aménagement, c'est vraiment une séquence à part. Et aujourd'hui, où on est en train de reconstruire de plus en plus la ville sur la ville, il faut savoir dézoomer, avoir une vision à l'échelle du quartier, à l'échelle de la ville, et plus seulement à l'échelle du bâtiment, comme a pu l'avoir le promoteur, quand on était dans l'étalement urbain, et je vise personne, nous, on était aussi là-dedans. Et c'est-à-dire que le rôle du promoteur, il est bien toujours à l'échelle de l'îlot et du bâtiment. Et si on se dit pas aménageur et avoir une fibre d'aménagement du territoire, on va se tromper dans la relation aux élus, dans la relation aux concitoyens, aux administrés et dans leurs attentes notamment. Alors là, 608 lits pour cette résidence, 13 000 mètres carrés, et c'est un projet incroyable. Expliquez-nous comment déjà il est ce bâtiment. C'est absolument fou, c'est un espèce de colisée entièrement en rond avec un escalier monumental qui arrive de l'extérieur sur un jardin de 2400 mètres carrés à l'intérieur du bâtiment, tout ça entouré des logements. Alors des logements studios, colocation, nous c'est de l'aménagement, c'est une programmation qui est réellement faite et qui dépend des étudiants qui vont venir. On fait jamais le même nombre de T1, T2 ou colocation, on fait jamais le même nombre de chambres dans une colocation selon les étudiants qu'on va aller chercher. C'est pas du tout la même chose à Bordeaux, près des bassins à flot, ou évidemment à Créteil, plus proche d'une faculté. Donc on réfléchit de cette manière-là. C'est assez gigantesque. Je pense qu'il faut venir voir cette construction pour se rendre compte à quel point on arrive aujourd'hui, et en partenariat avec les élus, et c'est bien entendu le promoteur qui a cette responsabilité-là, de sortir des bâtiments hyper singuliers, et puis qui correspondent aussi un peu à la manière de vivre de ces étudiants d'aujourd'hui, ces circulations en rond qui font qu'ils sont vraiment tous connectés pendant la journée, qui se retrouvent tous dans des espaces communs. Donc à l'image de ce qui se passe aujourd'hui, enfin de nos jours. Ouais, c'est ça, à l'image de ce qui se passe et de la manière dont ces étudiants ont évolué, la manière dont ils vivent leur communauté, c'est-à-dire leur relation aux autres, qui a complètement changé. Donc, on en est très très fiers de ce bâtiment. Faut vraiment venir le voir, c'est très très impressionnant. Nous, ce qu'on aime bien aussi dans cette opération, c'est qu'elle fait partie de recyclage urbain. C'était un centre de tri de la Poste. Et on a travaillé en partenariat avec la Poste Immo, qui est très investi aussi, puisque en plus de la résidence Clay, on a le parcours résidentiel dans toute sa globalité, avec du logement locatif social, qui est acheté et acquis par Toi et Joie, qui est une filiale de la Poste Immo. Donc qui sera à côté. Qui est juste à côté, qui est sur le même ténement foncier, c'est la même assiette foncière de permis de construire. On a du logement locatif intermédiaire et du logement en accession à la propriété. Donc voilà, donc en plus, en rajoutant de l'étudiant, on crée un vrai quartier de vie. Je parlais de l'aménagement du territoire, c'est un centre de tri en recyclage urbain. Encore une fois, la régénération urbaine, c'est fondamental aujourd'hui. À l'heure où on ne peut plus artificialiser, c'est notre responsabilité que de ne plus artificialiser les sols. Et on vient améliorer une situation existante, c'est-à-dire que c'était
totalement artificialisé et on vient recréer un peu de naturation. Et, il n'y avait pas du tout d'îlots de fraîcheur, par exemple. Tout était imperméable, c'est ça. On est en pleine zone d'activité, zone industrielle à côté, donc non, il n'y avait pas d'îlot de fraîcheur. Ouais. Donc un coup de frais pour ce quartier. Concernant la résidence étudiante, elle va se positionner sur quel segment ? Est-ce que c'est plutôt abordable au niveau des loyers ? Alors ou ce sera plutôt premium ? Simple. Alors nous, l'analyse des loyers, elle est toujours faite de la même manière. C'est quel est le loyer du mètre carré de la ville dans laquelle on s'installe. Ouais. Si un étudiant devait aller s'installer dans le diffus. Et puis on prend ce loyer-là auquel on rajoute ce qu'on appelle un petit gross up, c'est-à-dire que chez nous, les charges sont comprises, Internet est compris, alors que s'il allait s'installer dans le diffus, il devrait forcément avoir des charges supplémentaires et on se met exactement au loyer du mètre carré. Il y a la discussion derrière qu'on a avec le promoteur, parce que ce loyer du mètre carré impose derrière une certaine rentabilité, même si nous, on a un actionnaire à ça qui est là pour 30 ans, donc on ne va pas chercher une rentabilité court-termiste. Oui, mais il faut quand même que vous vous rémunériez. On n'est pas des philanthropes pour autant, ils ne sont pas des philanthropes évidemment, parce que les fonds viennent d'un certain nombre de leurs assurés évidemment, ou assurés vie. Et donc derrière la discussion, c'est en fonction de ce loyer, essayer de rencontrer le prix de construction, intégrant le foncier du promoteur pour arriver à une équation économique qui convienne à tout le monde. Et c'est dans cette relation de confiance en fait aussi qu'on arrive, nous, depuis un certain nombre d'années avec ICAD, à se retrouver. Et là, vous pouvez nous donner une fourchette de loyer ? Oui, on va être entre 650 et 850 euros. Après, vous avez du T1, du T2, des colocs, des choses un petit peu différentes. Donc, il y a des premiers prix, des deuxièmes prix. Voilà, ça va être un peu, ça va être étalé sur une programmation, quoi. Et alors, justement, bon, on manque cruellement de logements étudiants en France. Si vous deviez convaincre un étudiant ou un parent d'y installer son enfant dans cette résidence, qu'est-ce que vous diriez ? Deux choses. Nous, dans nos résidences, dans cette résidence, on a une personne pour 100 lits à peu près qui y travaille. Alors, c'est la proportion du nombre de salariés. Donc, on va avoir 6 personnes dans cette résidence. Donc, il y a une sécurité qui est renforcée. Il y a une sécurité, en fait, même parfaite, puisque ça fait partie de notre notice et de notre cahier des charges. Donc, pour des parents, c'est important de savoir que son enfant, que sa fille, forcerie, ou même son fils va être dans les conditions de sécurité optimales. Et puis, c'est, comme le disait Charles-Emmanuel, c'est des espaces de vie qui sont communautaires et complètement configurés pour ces jeunes d'aujourd'hui. Et donc, ils vont vivre ensemble, ils vont apprendre à vivre ensemble. La problématique du rapport au travail aujourd'hui, quand ils deviennent jeunes actifs, c'est justement cette distance avec l'entreprise et un peu cette distance avec les autres liée au télétravail. Nous, on leur réapprendre dans ces environnements de vie à commencer à vivre ensemble et à comprendre que finalement, vivre avec l'autre, accepter l'autre aussi, qui fait partie un peu de notre monde. C'est un peu compliqué de voir ce qui peut se passer aux États-Unis où finalement, vivre ensemble n'existe plus trop, on n'accepte plus trop son voisin selon sa condition, selon son genre, selon plein de choses. Et nous, on est content de pouvoir les mettre ensemble dans ces communautés et que tout ça fasse partie de leur éducation aussi. Il faut que vous lisiez le livre de Pierre-Henri Tavoyot, Voulons-nous encore vivre ensemble ? C'est exactement sur ce sujet-là. Un petit mot sur justement cette classe d'actifs, les résidences étudiantes. C'est vrai que ça fait partie, c'est un axe stratégique pour vous. Vous avez un plan Reshape, c'est ça ? Exactement. On a un plan Reshape dans lequel, en fait, déjà en tant que promoteur, nous depuis des années, on est acteur dans le monde du logement pour étudiants. Et quand on dit acteur, c'est-à-dire trouver des opportunités de développement, les travailler avec des exploitants investisseurs. Et dans Reshape, depuis 1 an, il a été décidé en termes de diversification d'investissement sur notre partie foncière, de pouvoir à terme, et puis voilà, donc on n'est pas être investisseur aussi sur ce segment-là, cette classe d'actifs qui connaît qui a un besoin croissant. On a 3 millions d'étudiants en France. Il y a un taux d'équipement qui est très faible. On parle entre 15 et 20%. Donc on a bien besoin, et on le sent à chaque rentrée scolaire, septembre, octobre, on le voit, c'est le marronnier de vos confrères, que de revenir sur les étudiants pas logés, les parents qui sont en mal de trouver des logements. J'ai les chiffres de septembre, c'est 17% des étudiants qui ont dû arrêter leurs études faute de logement. 17% quand même. Donc c'est une responsabilité vraiment sociale que de pouvoir créer du logement pour étudiants. Et ce logement pour étudiants, on ne peut pas le mettre partout. Jean-Baptiste en parlera bien mieux que moi. Mais il faut évidemment qu'il soit à proximité des transports en commun, pas trop loin, idéalement aussi de certaines polarités d'études, du monde de la formation.
Mais avant toute chose, ce sont les transports en commun qui sont vraiment le nerf de la guerre pour que ces étudiants ils puissent, à la fois en mobilité douce ou en transport en commun, accéder à toutes les aménités dont ils ont besoin. Justement, comment vous définissez un endroit ? Enfin, c'est pas évident à trouver un endroit, et pourtant on manque de logements étudiants, mais comment vous choisissez ? Comment ça se fait en fait ? Comment vous repérez ? Écoutez, nous on a développé, quand on a démarré Clay à l'époque, The Boost Society maintenant, on a screené tous les campus de France, des 30 premières villes de France qui ont plus de 20 000 étudiants. On a regardé quelle était la concurrence déjà installée, qu'elle soit privée ou qu'elle soit publique, quelle était la croissance de ce nombre d'étudiants dans ces villes. On ne pouvait pas imaginer qu'il y ait 37 ou 40 000 étudiants aujourd'hui à Dijon avec la cité de la gastronomie, ou 42 000 à Clermont. Et donc on a vraiment screené tout ça en se disant combien de lits il faut construire dans ces endroits-là. Alors après, il faut bien savoir ceux qui vont rester habiter chez leurs parents, ceux qui vont partir. Donc il y a toute une étude en entonnoir qui a été faite pour arriver au bon nombre d'étudiants et aux bons besoins. Et on arrive finalement dans ces villes à une tension de marché qui est à peu près de 1 pour 20, 25 dans certaines villes, c'est-à-dire un lit pour 25 étudiants. Et donc en fait, on sait exactement de manière très très qualifiée, en ayant fait un rating, tous ces critères, c'est là dont je parlais, on sait exactement où s'installer, où on veut s'installer, pour combien de lits on veut s'installer, quel est le prix moyen du foncier, pour combien de prix, quel sera le prix par lit moyen, et on arrive comme ça à avoir une qualification pour les promoteurs qui est de plus en plus fine et qui évite de les faire aller ou que nous appellent dans des environnements dont on sait qu'on n'ira pas ou sur lesquels on sait qu'on s'implantera pas. Donc en qualifiant ça de plus en plus, ça permet d'aller beaucoup plus vite et d'essayer de répondre à cette demande de plus en plus vite, puisque nous, par chance, ce ne sont pas les capitaux qui nous manquent. Et le dispositif ZAN, donc je rappelle ce que c'est, le zéro artificialisation nette des sols. Comment il vous freine, ce dispositif ? Alors nous, il nous a jamais freiné, parce que la restructuration de bureaux en résidence étudiante, on a démarré avec notre première résidence développée de Bouygues. C'est à chaque fois de la restructuration de bureaux. Ouais, dans la restructuration de bureaux en logement à Marseille, qui était à la frontière des quartiers nord, qui était un ancien site de la CPAM. On en a refait 2 autres qui étaient des tours de bureaux à Gentilly, qu'on a restructuré, une en résidence Clay, l'autre en résidence Haïf. Cette restructuration de bureaux, mais je pense que Charles-Emmanuel en parlerait beaucoup mieux que moi, elle participe évidemment complètement à ça. Après, ça peut être compliqué de transformer des bureaux en logements compte tenu des épaisseurs, des îlots, d'un certain nombre de contraintes. Donc on en détruit quand même certains quand on rachète des immobiliers de bureaux à restructurer. On essaye de reconstruire la même chose sur la même parcelle. Faut pas dépasser en fait. Donc on essaye de monter un peu plus. Après, il faut aussi le partenariat avec les villes, parce qu'il faut souvent modifier les PLU, donc ça prend du temps. Les villes PLU, c'est plan local d'urbanisme, je rappelle pour nos ordres. Les villes n'ont pas forcément intérêt à faire ça. Elles préfèrent, dans certains cas, avoir un immeuble de bureau vide avec un investisseur qui va payer sa taxe sur les bureaux, plutôt que se retrouver avec un environnement résidentiel / hôtelier qui va lui rapporter beaucoup moins. Donc c'est compliqué. L'équation avec les villes, elle est compliquée. À 18 mois des municipales, elle va encore plus se compliquer, et elles ont plus d'argent. Donc il faudrait que l'État essaye d'insuffler un peu cette envie de restructuration pour que ce sujet de ZAN soit aussi bien pris en main par les villes. Et puis il y a une acceptabilité politique et une acceptabilité aussi des riverains sur l'arrivée de 400-500 étudiants dans un complexe qui peuvent dire ça va faire la fête, ça va faire du bruit. Et donc apporter de la vie dans un quartier, il faut qu'on arrive à contrer par l'intermédiaire des arguments et du savoir-faire de gens comme Boost Society, de dire non mais la vie c'est normal. Jean-Baptiste le disait tout à l'heure, quand on vit dans une aire urbaine, on est là pour vivre en société, et on en revient toujours au même sujet, c'est comment j'accepte le voisin, comment j'accepte d'autres typologies de personnes dans mon quartier, et que je prends ça comme plutôt une chance et une diversité et de l'animation de quartier, plutôt que de me dire l'autre va toujours créer du mal et va me nuire à ma qualité de vie. Mais c'est vrai que j'ai fait de nombreuses émissions avec des maires, et ils m'ont quasiment tous dit que c'était depuis plusieurs années très 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 compliqué de faire construire des logements à cause de ça, de faire accepter aux habitants en fait. Avant c'était les bureaux, maintenant c'est les logements. C'est ce que vous ressentez? Ouais, c'est ce qu'on constate, et puis derrière on s'est travaillé ça par la forme urbaine. Et j'ai pas salué les architectes du projet, parce que Jean-Baptiste en parlait tout à l'heure, mais cette arène, cette forme ovale qui ressemble à une arène de sport sur la résidence de Créteil est vraiment singulière et va être magnifique. Et donc c'est Combaré-les-Marais qu'on doit saluer, et c'est eux qui ont aussi permis, contribué par la forme urbaine, par la qualité de la fonctionnalité de l'ouvrage, de faire accepter ça par la collectivité
Et les riverains, même si encore une fois, c'est pas un tissu très constitué là où on est à Créteil, donc ça n'a pas été la principale problématique. D'accord, c'était pas la majeure problématique. Un petit mot justement sur les investisseurs. Peut-être c'est avec vous, Jean-Baptiste. Alors, on l'a dit, il y a une véritable demande, il y a très peu d'offres. Qu'en est-il des investisseurs chez The Boost Society ? Comment ça se passe ? Alors nous, c'est AXA qui est notre actionnaire principal depuis 2019, avec une perspective dans les prochaines semaines d'ouvrir le capital à d'autres investisseurs qui vont arriver. Je peux pas trop en parler, mais pour des montants d'investissement très substantiels, mais ce sont pas des promesses d'investissement, c'est des gens qui vont rentrer au capital de la société pour entre 500 et 700 millions d'euros. On n'avait plus de dette depuis fin 2019. Donc on va en profiter aussi pour refinancer une partie de notre patrimoine historique qui est totalement stabilisé et lever également un peu plus de 600 millions d'euros de dette. Donc on va se retrouver avec une force de frappe qu'on avait avec AXA et qui va se décupler avec l'arrivée de ces nouveaux actionnaires, AXA restant totalement majoritaire dans le tour de table. Et ça va nous permettre d'essayer d'aller encore plus vite, toujours aussi bien et encore plus vite pour répondre à cette demande en France. Après, on est ravis qu'il y ait d'autres investisseurs qui arrivent ou d'autres acteurs qui arrivent. Évidemment, Charles-Emmanuel en parlait, ICAD, mais on voit dans un certain nombre d'environnements aujourd'hui que, notamment du private equity / real estate, que beaucoup d'acteurs ont envie de rentrer et se posent des questions. Même du groupe, d'ailleurs, de la Caisse des dépôts, la Caisse des territoires, et puis des investisseurs privés, à la Ardian, Blackstone, Partners Group, qui sont là en train de se demander par quel biais ils vont pouvoir rentrer dans ce secteur. Moi, je les encourage vraiment à venir voir ce qu'on a fait, parce que nous, on a un peu démarré ça, et donc s'enrichir de ce qui a été fait, c'est permettre de faire bien et peut-être un peu plus vite. On veut bien partager notre notice, on veut bien tout partager. Non mais en fait, la question c'est... Il n'y en a pas beaucoup qui disent ça sur ce plateau. En fait, quand vous avez une tension de marché de 1 pour 20 et que vous en avez donc, vous disiez tout à l'heure, je sais pas combien de pourcentage, 17-20% en début d'année qui sont pas logés, c'est parfaitement scandaleux. Et donc cette pression que ces nouveaux investisseurs qui vont arriver vont mettre, il faut qu'ils les mettent aux villes, parce qu'il n'y a pas un permis délivré à Bordeaux, à Nantes, à Grenoble, à Lyon, à Strasbourg, à Lille. Plus personne veut voir d'étudiants rentrer dans ces villes qui ont plutôt misé politiquement sur des voies cyclables, ce qui est très très bien sûr, mais qui ne veulent pas délivrer de permis pour du résidentiel ou des étudiants, et donc qui ont pris un angle politique qui est totalement anti-étudiant. Et donc cette pression que ces nouveaux investisseurs vont mettre, à mon avis, elle est fondamentale pour que ces villes qui ont un besoin absolument crucial de logement étudiant, à un moment, soit basculent d'un autre bord aux prochaines municipales, soit en tout cas comprennent que c'est fondamental. Attirer des étudiants, c'est attirer des entreprises. Faut bien comprendre le truc. Ces étudiants, s'ils sont heureux de vivre à Bordeaux ou de vivre à Nantes, ils resteront y habiter derrière et ils aideront les entreprises à se développer. Donc, il faut absolument que ces investisseurs rentrent. Et donc, c'est pour ça, caricaturer peut-être un peu tout à l'heure en disant on veut bien partager notre notice, mais quelque part venez voir ce qui est fait, venez vous en enrichir pour développer votre propre offre. Peut-être parler aussi d'une autre barrière à l'entrée qui est de se dire est-ce qu'on va avoir besoin de ces logements pour étudiants durablement ? Et ça, on sait y répondre. On sait répondre à la réversibilité possible aussi des logements qu'on produit aujourd'hui. C'est-à-dire que travailler, c'est très intéressant et ça fait partie vraiment de ce qu'on commence à déployer chez ICAD, mais aussi plus généralement dans la filière de la promotion, c'est de se dire, quand on va créer tel type de destination aujourd'hui, est-ce qu'on est capable de créer sa réversibilité ? La première des destinations, ça a été des parkings. Il y a un certain nombre de parkings qu'on a pu construire, des parkings silos qu'on a pu construire à droite, à gauche en France, en disant toujours, en ayant à la fois des élus ou des riverains qui disent mais demain il n'y a plus de voitures, est-ce que ça a du sens de créer un parking silo ? Ok, on crée la réversibilité possible dans un immeuble de bureau pour l'instant, qui est le plus simple. Pourquoi pas certains en logement, ça c'est plus compliqué. Mais voilà, on doit se creuser les méninges à fois avec toute la filière de la maîtrise d'œuvre, donc les architectes, les bureaux d'études, pour travailler cette réversibilité possible. Mais ça coûte plus cher aussi. Ça coûte pas forcément plus cher. Ça coûte pas forcément plus cher. C'est-à-dire qu'il y aura un réinvestissement à faire à terme. Sur le long terme, non. Sur le long terme, c'est pas plus cher. Mais au démarrage, ça coûte plus cher. Au démarrage, ça peut éventuellement coûter un tout petit peu plus cher. Mais si on est en lien avec un investisseur qui, lui, se dit tiens, j'ai ma liquidité pendant sur le long terme, finalement, et j'aurai jamais l'obsolescence de mon actif, on est tous gagnants aussi de pouvoir travailler ces réversibilités-là.
qu'on peine à mettre en œuvre, hein, puisque vous parliez de la transformation de bureaux en logement, c'est un peu une arlésienne, c'est très compliqué. Ouais. C'est pas tout le temps possible. C'est rarement possible. Ouais. En tout cas, c'est très... Non, mais quand on parle de 5,6 millions de mètres carrés vacants en Ile-de-France, il y a une partie de ces bureaux-là qui seront obsolètes, et ces bureaux-là, je vais vous dire, on est un certain nombre à les avoir identifiés, screenés et recensés. Il n'y a rien à faire, quoi. Il n'y a rien à faire. Après, c'est la démolition, la reconstruction, mais c'est pas toujours possible. Il y a des sujets de PLU qu'on évoquait tout à l'heure. Il y a plein de problématiques qui se posent sur la table et qui sont autres. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, hein. On en a des exemples d'opérations de transformation de bureaux en logements sur des territoires à Bordeaux, à Lyon. Donc on en a en cours, mais ça reste marginal par rapport au potentiel de bureaux vacants à terme et de bureaux à requalifier. Et puis il y a une partie de ces bureaux qui sont neufs aussi. Hein. Il y a des 50 000 mètres carrés qui sont sortis à droite à gauche, donc ils ne transformaient pas non plus. Hein. Ouais. Non, c'est vrai que c'est un vaste sujet. En tout cas, le gouvernement, on commence à en parler. C'est vrai que ça fait... Ouais, dans le discours de politique générale de François Bayrou, on a parlé de 45 000 logements pour étudiants à construire sur 3 ans. Donc le gouvernement s'est saisi du sujet. On échange avec eux aussi, parce que maintenant c'est de trouver où on va pouvoir construire. Gabriel Attal aussi, on avait parlé, ça a commencé avec lui, hein, je crois. Oui, mais il n'y avait pas eu la déclinaison opérationnelle, et là on sait que maintenant que le gouvernement est un tout petit peu plus stabilisé que le précédent, on se dit qu'il va y avoir des actions et des réflexions qui vont être menées pour pouvoir mettre en œuvre ces 45 000 logements. Vous êtes interrogé, vous, par le Premier ministre. C'est vrai que là, il en a parlé dans sa DPG. François Hollande devait faire 60 000 logements, il en a fait 24 000. Emmanuel Macron devait en faire je ne sais pas combien, il en a fait le 10e. Donc c'est un message... Emmanuel Macron a promis qu'il n'y aurait plus de personnes à la rue. Oui, bien sûr. À la fin de son mandat. C'est très bien, il y en avait 17% à la dernière rentrée d'étudiants. Donc en fait, c'est plutôt des messages qui sont envoyés à cette filière-là pour dire on a compris qu'il y avait une problématique de logement étudiant. Hein. Donc le ministre précédent, M. Kasbarian, avait lui aussi été très dynamique. Tout le monde est très dynamique là-dessus. Tout le monde va créer plein de logements étudiants. Voilà, nous on n'est pas sollicité en fait par l'État sur ces sujets-là. On est un investisseur totalement privé. Donc je pense que quand il parle de 45 000 logements, c'est probablement des Crous. Non, c'était avec le foncier appartenant à l'État, hein, le foncier public. Il l'a précisé d'ailleurs. Alors en revanche, moi je milite, et on a fait une opération à Bron avec le groupe Link City Bouygues Construction. Je milite pour qu'on fasse des partenariats public-privé. À Bron, sur l'université, c'est un bail à construction de 70 et quelques années. On construit donc une résidence étudiante de plus de 300 lits, et en parallèle, on construit avec nos moyens sur ce même foncier un Crous. Donc on va réussir à faire coïncider sur le même terrain du social entre guillemets Crous, du privé, sur 4 bâtiments qui vont être les 4 indépendants, 2 privés, 2 publics, tout financé par le privé, puisque c'est le fait qu'on se soit engagé sur ce projet qui permet de faire les Crous. Donc il y a plein de choses à faire ensemble. Hein. Il y a plein de partenariats public-privé, de réflexions à avoir ensemble avec l'État sur ces 15 000 logements. On n'a pas encore été du tout sollicités. Et bien voilà, peut-être qu'ils regarderont cette émission. Merci beaucoup à vous deux, en tout cas, d'être venus sur mon plateau et de m'avoir présenté ce beau projet, de nous avoir présenté ce beau projet, donc qui sera livré 2e semestre 2025, hein, c'est ça? Tout à fait. Exactement. Merci à vous. Merci beaucoup. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Carrément Immo. À vendredi prochain.